Français sont souvent mécontents quand ils voient qu'au sein d'une équipe, il y a des gens qui se laissent aller à des petites phrases ou des petits commentaires et qui donnent l'impression d'une division. Donc ça suffit. Vous parlez de Arnaud Montebourg. Ça vaut pour tout le monde. Et vous savez, il y a une règle qui a été fixée dès le départ pour tous les membres du gouvernement. C'est que la discussion a lieu au sein du Conseil des ministres. Là, la discussion est libre. Chacun doit apporter sa contribution. Mais ce n'est pas sur la place publique. Et une fois que la décision est prise, elle doit être exécutée, doit être mise en œuvre. Donc c'est un rappel que je fais à chacun. D'ailleurs, je rappelle qu'ils ont chacun d'entre eux signé une charte de déontologie. Donc si ça devait continuer, je dirais que chacun devra prendre ses responsabilités. C'est clair, c'est net. Est-ce que vous avez regretté ces dissonances? Vous savez, des points qu'il y en a toujours dans tous les gouvernements. Je pense qu'il faut les réduire. Et pour les réduire, c'est très simple. Il faut se référer à mes propres engagements. Ce que j'ai dit devant les Français, ça doit être la règle pour l'action gouvernementale. Ça vaut pour la Banque publique d'investissement, elle doit être mise en place très vite. Donc, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de débat. C'est par rapport à mes engagements que chacun doit se situer. Maintenant, il y a un gouvernement, sur les 16 ministres pleins, seulement 5 avaient exercé des fonctions gouvernementales, et encore il y a 10 ans. Voilà. Qu'il y ait quelques ajustements, je ne les blâme pas. Mais c'est fini. Le temps, maintenant, doit être à la mobilisation pour chacun et au service des Français. Alors, tout d'abord, Sébastien Bollard, est-ce qu'ils incarnent les deux l'autorité, vous trouvez? François Hollande, beaucoup plus. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas quelle est l'impression que peuvent avoir les téléspectateurs, mais si on regarde... On a l'impression que vous faites des efforts pour être autoritaire. Parce que, bon, c'est vrai que Jean-Marc Ayrault fait avec l'autorité dans son discours. Sa posture n'est pas celle d'un individu autoritaire ou dominant. Sa posture est plus renfrognée. Il ne regarde pas le journaliste dans les yeux. On sait que par les études en psychologie, en laboratoire, que quand on domine l'autre, on le regarde dans les yeux. Et il s'exprime beaucoup de la main gauche, ce qui aussi a été étudié notamment chez les candidats à l'élection américaine, Obama et McCain qui sont gauchers, et Bush et Kerry qui étaient droitiers, ont fait l'objet d'études de ce type-là, qui montraient qu'en fait, un individu qui s'exprime de la main gauche le fait généralement quand il exprime des arguments négatifs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il dégage moins d'autorité, du coup. Si on se fie à la gestuelle, si on le regardait sans entendre le propos, on aurait une impression d'autorité plus patente du côté de François Hollande, avec ce port très droit, avec une gestuelle de la main droite, qui est le signe qu'il arrive finalement à positiver son discours. Ça aussi, ce qui ressort des études. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut aussi prêter attention au non-dit, ce qu'on appelle le langage non-verbal. Jean-Marc Ayrault réussit une belle tirade du point de vue du contenu, mais je crois, bon, évidemment, on est à la radio. On va voir ce que ça donnerait à la télévision. Mais on est à la radio filmée. On est à la radio filmée. Je pense que les politiques n'ont pas encore complètement intégré que quand ils passent à la radio, ils sont filmés et que c'est diffusé comme une vidéo. Voilà. Je pense surtout que c'est des rodomontades. Parce qu'en réalité, ça n'est pas mis en œuvre. On fait un petit numéro d'autorité dans les médias et à la télévision, exagéré, me semble-t-il. Hein. Vous trouvez qu'ils en font trop? Mais bien entendu, puisqu'après, alors sur les Roms, quoi, vous virez Valls ou vous virez Duflot, et ça va continuer, comme ça sur d'autres sujets. Donc à un moment donné, ce genre d'image, voilà, on vous les repasse. C'est vrai que la question comment être une femme en politique en amène une autre. C'est comment être un homme en politique, comment être un homme avec sa femme, comment être un président avec sa première dame. En revoyant quelques images, on s'est dit que la question se posait pour François Hollande bien avant l'épisode fameux du tweet. Par exemple, lors de son élection à Tulle, Valérie Trierweiler lui avait organisé une petite surprise, un petit orchestre était arrivé sur scène et l'attitude de François Hollande nous a paru assez intéressante. Je vous propose de la revoir. Alors, quelques photos de ce moment sont passées à la postérité. On les a vues en photo tous les deux côte à côte, saluant chacun de leur côté. Mais effectivement, ce petit pas de deux où on voit François Hollande se rapprocher de Valérie Trierweiler qui l'attend, puis la pousser un peu en arrière et hop, pour se dégager d'elle et saluer seul, on a l'impression que là, il ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut être en couple, jouer finalement la carte, on va dire, plus people, je me tourne vers vous, du couple et de la famille, ou au contraire, finalement, être seul en scène? On a l'impression qu'il y a une hésitation. Je voulais savoir si vous partagez cette impression.
hésitation et ce que vous inspire cette petite séquence. Alors effectivement, très clairement, il y a une hésitation, on pourrait dire une valse-hésitation, parce qu'en l'occurrence, Valérie Trierweiler avait conçu ce passage, ce petit air d'accordéon, à double sens, bien entendu, parce que La vie en rose, bon, message politique, mais c'est aussi un message intime du couple. Et donc l'objectif, c'était d'esquisser quelques pas de danse, mais François Hollande, visiblement, n'a pas voulu entrer dans la danse. Et donc là, c'est là qu'on sent déjà, alors peut-être à la lumière du tweet, on fait une prophétie hasardeuse, mais on sent qu'il y a une tension entre justement la relation réelle du couple et puis l'image que François Hollande veut en donner. En fait, ce que vous dites, c'est que finalement, elle a envie d'être dans un registre de communication peut-être plus personnel et lui pas, et qu'on voit finalement la tension, ou du moins le tiraillement entre les deux stratégies, là, sous nos yeux, finalement. Exactement, c'est physique, on le voit en image, en effet. Oui, tout à fait d'accord. Et effectivement, le choix de La vie en rose est intéressant sur le plan sémiologique. Il est complètement saturé. Il renvoie effectivement vers une signification politique avec le rose, le PS, etc. et vers une dimension privée, intime, etc. Valérie Trierweiler, manifestement, veut jouer sur les deux tableaux. Elle veut entraîner François Hollande, qui, manifestement, ne se laisse pas entraîner. C'est un conflit entre le corps naturel et le corps politique, en fait. C'est les deux corps du président. Les deux corps du président, là, mais il a du mal à savoir dans lequel il doit être à cet instant-là. On a remarqué que le mot riche était revenu quand même, et pas seulement à propos des richesses qu'on produit dans la bouche des politiques, mais à propos d'une autre catégorie de la population, à propos des retraités. Là aussi, un distinguo entre les retraités. On écoute d'abord Pierre Moscovici. Il faut être clair, des efforts devront être faits par tous. Y compris les retraités. Attendez. Quand on est retraité, aisé ou très aisé ou riche, on est riche avant d'être retraité. Et donc il est assez logique qu'on dise que la question n'est pas taboue pour ceux qui ont beaucoup d'argent, pour ceux qui ont de l'argent, que la justice passe par tout le monde. On est riche avant d'être retraité, nous dit Pierre Moscovici. Quant à Michel Sapin, à propos des mêmes retraités, lui, il ne parle pas des retraités riches, mais il emploie le mot pauvre à propos des autres. Écoutez. On dit les retraités. Enfin, les retraités, c'est comme si je vous disais les Français. Il y a des gens extrêmement pauvres parmi les retraités. Il n'est absolument pas question de toucher à en quoi que ce soit, aux 700 euros de la pauvre personne qui vit avec le minimum vieillesse, ou aux 1000 euros, ou 1200 euros de celui qui a trimé toute sa vie et qui a une toute petite... Ça fait partie des sujets. Ça fait partie... Il y a des retraités extrêmement aisés. Vous parliez du ton, il y a aussi des nouveaux mots là qu'on a vu apparaître par rapport aux extraits précédents. Il y a les extrêmement aisés, les très aisés, les riches, dit par Pierre Moscovici, qui gagnent beaucoup plus. Alors pourquoi tous ces mots? Pourquoi là il y a une telle palette? Il y a une palette parce que, comme je le disais au début, le mot riche étant un mot qui renvoie à un continuum, et deuxièmement un mot subjectif, puisque ça dépend de la façon dont vous considérez la norme de la richesse par rapport à une catégorie. Il est évident que si vous voulez donner un sentiment d'évidence, il faut créer des écarts. Et là, c'est le extrêmement qui est mis sur les pauvres et sur les riches. Et l'astuce consiste à passer de riche à aisé, comme si le mot aisé était évidemment un mauvais jeu de mots, plus aisé à manier que le mot riche. Et je pense que c'est pas sans raison. Pourquoi ? Parce que l'avantage du mot aisé, c'est que ce n'est pas un terme qui est connoté négativement ni péjorativement, il n'a pas de tradition dans la mémoire. Ce qui est très intéressant dans le discours de Michel Sapin, c'est qu'au fond, son registre de parole, de langage, est soit économique, soit sociodémographique. On dirait un spécialiste de l'INSEE qui distingue des retraités, des personnes qui ont 65 ans et plus. Au sein de cet échantillon, nous avons des riches et des plus riches et des moins riches, etc. Ça n'est pas un discours politique. Je trouve que ça révèle assez bien le besoin, je crois, pour la gauche, mais probablement pour la droite aussi, de réinventer des concepts politiques, purement politiques, et non pas sociodémographiques ou économiques, qui disent bien une réalité qui soit mobilisatrice et qui soit plus efficace, plus percutante que ces termes-là, qui sont au fond des termes très froids, des termes au fond de description d'une réalité. D'accord, donc vous trouvez que là, il est dans quelque chose de très froid? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est tous ces sujets sont très convergents. C'est ce besoin de segmentation de la population. Pourquoi on segmente? Alors les retraités, et puis parmi les retraités riches. Parce qu'au fond, on n'a pas de vision d'ensemble. Donc, et cette segmentation infinie aboutit à trouver qu'ici ou là, quelques coupables. Pour Sarkozy certains, pour aujourd'hui la gauche d'autres. Mais ça révèle, je crois, dans les deux cas, un problème de vision politique. Qui fait qu'on n'a pas une lecture d'ensemble du monde, de la société, de l'économie, et qui permettent de donner du sens à ce qu'on raconte. Donc on segmente, on a les retraités riches, les retraités. Effectivement, on ne sait pas trop comment les qualifier, donc on fait référence à des taxonomies qui sont celles de l'INSEE.
l'axe de communication d'Obama et de ses équipes, ça a beaucoup été aussi, on l'a déjà dit, attaquer Mitt Romney sur la question de l'argent. Mitt Romney est riche, alors ça a été décliné dans les campagnes, les spots, les discours des candidats. On commence par un petit extrait, je ne sais pas si vous vous souvenez des McCain Girls et des Obama Girls de 2008, et bien cette année il y a la Romney Girl, une fille qui a l'air d'aimer beaucoup l'argent, une fille un brin matérialiste. He's a boss millionaire with accounts everywhere. Won't disclose all the dough that he's banking. You can't see and agrees. We hate transparency. If you knew, we'd be screwed spanky spanky. He is rich. You are poor. If he wins, you're uninsured. I'm a Romney girl in a Romney world. Life is taxless. It's fantastic. Voilà, ça c'était pour la version parodie, qu'on passe maintenant à la version plus anxiogène du spot de publicité, puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, les candidats ont le droit de faire de la publicité contre leur adversaire, de la publicité négative. On regarde. I'm Barack Obama and I approve this message. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty above the fruited plain. America, America, God shed his grapes on thee and crowned thy good with blood. Que pensez-vous de la déclinaison là, de ces thématiques? Parce qu'on voit bien que c'est le même message décliné dans tous les modes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement l'hyper-richesse de Romney est une quelque part pas une boulée, mais un handicap quelque part dans l'image, mais dans une Amérique qui reste complètement... Ça choque les Européennes, et à juste titre, les Américaines qui adorent les gens qui sont réussis, qui sont riches, des fois même des riches qui ne le méritent pas. C'est pour ça qu'on est étonné en voyant ça de France, parce qu'on dit, tiens, c'est des spots qu'on verrait bien en France, on est étonné de voir que c'est ça la critique. Non, mais il y a autre chose quand même, c'est que Obama, pendant toute la campagne en 2008, et ensuite pendant 4 ans, a dû faire preuve d'américanité en permanence. Je montre mon certificat de naissance, je dis que ma réforme de santé, elle n'est pas que pour les Noirs, elle est pour tous les Américains. Il a dû répondre aux commentateurs conservateurs de Fox News qui n'arrêtaient pas de lui dénier le droit d'être président. Et la stratégie a été assez fine, c'est de dire, lui, Mitt Romney, qui a une bonne tête d'Américain, eh ben en fait, il n'est pas vrai, c'est pas un vrai Américain, parce que bien sûr, il est riche, mais il délocalise. Mais il ne paye pas assez d'impôts, mais il fait de l'évasion fiscale. Bref, il joue contre son propre pays. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, en plus, quand il chante America, il chante faux. Mais alors c'est vrai que c'est intéressant cette campagne sur la thématique de l'argent, parce qu'effectivement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une thématique de campagne en France, mais aux États-Unis, c'est étonnant. Donc pourquoi c'est une thématique de campagne, mais pas par rapport à la fortune personnelle. Ce qui est très intéressant quand on revient sur cette publicité, c'est qu'elle est ravageuse. Ce spot négatif où Mitt Romney chante America the Beautiful, qui est un des grands hymnes patriotiques aux États-Unis, qui est en effet en congrès. Oui, mais il la chante faux. Il est vrai qu'en direct, il l'a chanté faux, mais comme on chanterait tous faux la Marseillaise si on la chantait. Non, le problème de l'argent, il ne se pose pas sur la fortune personnelle. Il se pose sur le fait que depuis l'arrêt Citizens United, l'argent est une part essentielle du financement des campagnes. Et ce que vous voyez là, c'est un petit bijou publicitaire, qui est l'exemple même de ce que l'équipe de Barack Obama a fait depuis le début, dépenser des centaines de millions de dollars très vite, beaucoup, tout de suite, en publicité négative, parce qu'ils ont un budget politique pour cette campagne qui parle de l'argent d'Obama aussi. Non, ça parle de l'argent qui désormais est sans limite depuis cet arrêt de la Cour suprême. Donc il y a quelque chose de complètement fou, un peu schizophrénique dans tout ça, qui est la façon dont l'argent des groupes d'intérêt sert à dénoncer, là en l'occurrence, les usines qui délocalisent et quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. Donc on est vraiment complètement dans une espèce de schizophrénie qui montre le fait que la démocratie américaine dysfonctionne.